Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici, d'être avec vous. Je suis particulièrement heureux de me retrouver avec l'Association française des Nations Unies aujourd'hui. Je tiens à saluer tout particulièrement avec beaucoup d'affection Jean-Maurice Ripert, qui a été mon patron ici il y a une bonne quinzaine d'années, Bernard Millet et tous les membres de l'association. Ce sont des amis. Je remercie beaucoup ce que l'association fait en France et au-delà pour faire connaître l'action des Nations Unies. Pour ma part, j'ai la chance de représenter la France ici à New York aux Nations Unies comme représentant permanent depuis plus de 4 ans, depuis juillet 2019. C'est un privilège. C'est un privilège pourquoi? Parce que la France est depuis 1945 fortement engagée dans le système des Nations Unies. Elle était même pionnière dès le 19e siècle dans toutes les initiatives qui ont contribué à édifier le système multilatéral tel qu'on le voit aujourd'hui. Depuis 1945, la France a été et reste un acteur majeur du système multilatéral. Il y a une idée un peu commune selon laquelle la France est la meilleure amie des Nations Unies. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact, et je ne sais pas si la France est le seul meilleur ami ou la seule meilleure amie des Nations Unies, mais en tout cas, notre attachement est solide. Et c'est un des points de continuité de notre politique étrangère depuis 1945, quels que soient les systèmes politiques et surtout quels que soient les dirigeants. Et j'espère qu'il en demeurera ainsi. À bien des égards, la charte telle qu'elle a été écrite en 1945 correspond à nos objectifs nationaux, à la vision que la France se fait de l'ordre international. C'est aussi la vision que l'Union européenne en 2023 partage. Donc là-dessus, on est en pleine convergence et en pleine cohérence. La paix et la sécurité internationale, bien entendu, c'est le rôle principalement du Conseil de sécurité, mais pas uniquement. C'est une tâche particulièrement difficile par les temps qui courent, bien entendu, mais la France, pour sa part, ne renonce jamais à essayer de trouver des solutions au cas par cas aux différentes crises auxquelles notre monde est confronté sur les différents continents. On continuera, c'est difficile. Les Nations Unies ont plutôt un assez bon bilan quand on regarde en arrière. Elles sont parvenues, contrairement à ce qu'on laisse croire ici ou là, à contribuer de manière très efficace au règlement d'un certain nombre de crises. Bon, la réalité oblige à dire, et ça c'est pour corriger les idées reçues, c'est qu'effectivement, quand on est confronté à une crise sur laquelle les très grandes puissances, notamment les membres permanents, ont un désaccord frontal, l'organisation, le Conseil de sécurité, même le secrétaire général ont beaucoup de difficultés à surmonter ces difficultés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Un certain nombre de crises permettent aux membres du Conseil de sécurité, notamment les membres permanents, de travailler ensemble et d'apporter des solutions et de faire la différence. Donc je crois qu'il faut certainement pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Sur les questions de droits de l'homme, questions humanitaires, là aussi les Nations Unies sont un acteur essentiel. On célébrera au mois de décembre l'anniversaire de la Convention. C'est très important. La France, c'est pas la peine de le rappeler, a toujours été en pointe sur ces sujets. Elle le reste. Les droits de l'homme dans toutes leurs déclinaisons, bien entendu. Là aussi, c'est un sujet qui est difficile puisque nous n'avons pas tous aux Nations Unies la même conception de ces droits et surtout promouvoir les droits de l'homme suscite des résistances. En ce moment d'ailleurs, sur un certain nombre de thématiques, on est confronté à même des contre-offensives visant à remettre en cause les droits, les libertés. Les droits de l'homme, c'est pas uniquement les droits économiques, c'est les droits politiques, les libertés, les droits démocratiques, bien entendu, c'est fondamental et c'est souvent notre priorité, mais c'est aussi les droits économiques, sociaux, les droits culturels, le droit à l'environnement. Donc, je pense qu'il est important que la France soit mobilisée sur tous ces enjeux et pas uniquement
sur les droits politiques de la première corbeille, si j'ose dire, même si ceux-là demeurent effectivement absolument fondamentaux et on ne peut évidemment pas transiger à leur sujet. Et puis il y a le troisième sujet qui est une espèce de domaine en voie d'extension, c'est tout ce qui touche au développement, à l'environnement, aux nouveaux défis, au développement durable bien entendu, et puis aux questions qui touchent à la pauvreté, à la solidarité, à la santé mondiale bien entendu, plus tous les enjeux nouveaux auxquels le système multilatéral et les Nations Unies se sont attaqués depuis 10, 15, 20, 30 ans, le terrorisme, le cyber et beaucoup d'autres domaines. Donc voilà, donc la situation en 2023 est difficile, bien entendu, puisque les Nations Unies comptent désormais 193 États membres, des petits, des grands. L'Assemblée générale est le Parlement du monde. Chacun a une voix, chacun doit être respecté et écouté. C'est très important. Il est évidemment difficile, par hypothèse, de se mettre d'accord à 193 sur tous les sujets de manière rapide et efficace. Ça prend du temps, mais c'est ainsi. Quand on se retourne en arrière, on voit le nombre impressionnant de dossiers sur lesquels les Nations Unies sont parvenues à produire des normes, des règles, des traités qui correspondent en réalité à un projet commun, un projet souvent universel, même si c'est difficile, même si la mise en œuvre est toujours rude. Bien entendu, c'est difficile. Donc, je pense qu'il ne faut pas renoncer. Pour ce qui la concerne, la France reste un acteur central du système. Évidemment, bon, on est un membre permanent du Conseil de sécurité, un État doté au titre du TNP, ce qui nous donne toute une série de responsabilités additionnelles par rapport aux autres membres. Mais je crois que notre particularité tient aussi au fait que tout en étant, et de manière complètement assumée, une démocratie occidentale, membre fondateur de l'Union européenne, membre de l'OTAN, etc., etc., on est un pays qui est à l'écoute des autres, je crois, qui est à l'écoute des autres continents, des autres nations, des autres cultures. On est ouvert à la diversité culturelle, c'est très important. Je crois que c'est quelque chose qui est très apprécié aux Nations Unies. On a cette volonté de dialogue et de trouver des solutions ensemble, cette volonté de comprendre, ce souci de l'altérité. Quand je dis cela, c'est pas une forme de relativisme. On veut appliquer la charte et tous les textes et tous les droits que les textes reconnaissent, bien entendu. On est en pointe sur toutes les questions de droits de l'homme, bien entendu, et ça, je n'ai pas besoin de le rappeler. Mais on veut le faire de manière pragmatique. Aux Nations Unies, je crois qu'on a besoin de bâtir des coalitions transrégionales, c'est-à-dire d'agir avec les différentes régions du monde sur des sujets d'intérêt commun. Ça suppose de faire des compromis, ça suppose au quotidien de négocier avec des pays ou des régions qui n'ont pas toujours complètement les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Donc ça oblige à faire des compromis, de donner et de recevoir. Ça oblige aussi, je pense, à avoir une stratégie de court, de moyen, de long terme. Il y a des choses qu'on peut obtenir dans les mois et les semaines qui viennent. Il y a des choses qu'on peut espérer obtenir dans les années qui viennent. Et puis il y a des objectifs de plus long terme. Je crois qu'il faut aussi un petit peu d'humilité. Donc tous les pays comme le nôtre ont leurs forces, leurs faiblesses. Je rappelle souvent à mes collègues ici que sur les questions de droits de l'homme, évidemment, bien sûr, la France est en pointe, mais en 1945, les femmes ont voté pour la première fois. Il est assez récent que les femmes, par exemple en France, puissent ouvrir un compte en banque toutes seules. On avait la peine de mort jusqu'en 1980, etc., etc. Donc on a progressé dans la bonne direction. D'autres doivent progresser. Il faut les aider, les accompagner. Et je pense qu'il faut à la fois être très ferme sur les principes et généreux dans l'aide qu'on donne pour aider les pays à évoluer vers ce qui tout de même doit être le progrès. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est une tâche passionnante, c'est une tâche très stimulante.
Ici, à New York, bon, j'ai la chance d'avoir une équipe de première bourre. On est à peu près 85, toutes catégories confondues, jeunes et plus âgés. Maintenant, je suis plutôt dans le plus âgé, malheureusement, mais avec des collaborateurs extrêmement motivés par ce qu'on fait ici, c'est-à-dire représenter, défendre les intérêts et les principes de la France aux Nations Unies, qui, comme je l'ai dit au début, correspondent très largement aux objectifs de la charte. À mes collègues et collaborateurs, je recommande souvent de relire les principes et le préambule de la charte. D'une certaine manière, tout y est ou presque. Et donc, ça définit une feuille de route diplomatique pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour la communauté internationale. Je pense qu'il est utile de le rappeler à chacun. Donc voilà, on est confronté à des crises majeures. On le sait, depuis 18 mois, bon, un membre permanent, la Russie, pour pas la nommer, a déchiré la charte, pour résumer les choses. Et on est confronté à des attaques terroristes barbares, comme ça a été le cas la semaine dernière en Israël avec l'attaque du Hamas, et donc les risques d'embrasement généralisé dans cette région. Donc on est, je dirais, bien occupé, mais je crois qu'on est fiers de défendre et de représenter la France. Voilà, je vous remercie encore, amitié à toutes et à tous, et la mission permanente est par hypothèse à la disposition de l'AFNU.